cas pratique. Donc il faut mettre en pratique le changement climatique avec deux caractéristiques. C'est que la première, c'est que le temps nous est compté. C'est du temps court, voilà. Et le deuxième, c'est que il ne faut pas répondre, voilà, il faut pas répondre au précédent. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Hein. Corinne Lepage va prendre la parole. Elle a déjà été présentée, avocate de renom, personnalité politique de premier plan, vision mondiale, planétaire, et elle va aborder ce sujet de réduction de l'empreinte carbone par les crédits carbone, qui ont été le premier outil inventé dès Kyoto. Alors, est-ce que ça fonctionne, les crédits carbone, pour réduire l'empreinte carbone, Madame la Ministre? Merci beaucoup. Alors, j'ai un petit machin, mais je peux m'en passer. Merci beaucoup. Peut-être j'attends 3 minutes que les gens s'asseyent, même si je sais qu'on est très pressé. Alors, le sujet que Myriam m'a donné, et que je remercie une fois encore de m'avoir invité. Alors, j'étais peut-être pas la première, mais ça en fait quand même un bon paquet. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Christian de Pertuis, ce matin, a un peu abordé la question en parlant des puits de carbone. Les crédits de carbone, ce sont précisément des crédits qui vont être échangés pour représenter des tonnes de carbone économisées. Alors, est-ce que c'est un accélérateur ou est-ce que c'est un frein à quelque chose dont je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une transition? Parce que la transition va d'un point A à un point B. On ne sait pas où est le point B. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas le temps. Et la transition est quelque chose qui se fait dans la durée. Nous n'avons pas le temps. Et j'aime bien l'expression de Bettina Laville, je ne sais pas si elle est revenue, qui parle de grande transformation. Elle est là. Et bien, je trouve que c'est une très bonne expression. Alors, évidemment, si on utilise les crédits carbone pour continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui comme si de rien n'était, à produire du pétrole en stockant le carbone en même temps qu'on le produit, etc., très franchement, on ne va pas beaucoup avancer. Donc, en fait, et Christian l'a très bien expliqué ce matin, il nous faut les deux. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois de la sobriété et des systèmes d'amélioration de nos puits de carbone qui reposent, quand on dit amélioration, ça repose sur l'idée d'une additionnalité. Il faut que ça ajoute quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Le système n'est pas un système tout à fait nouveau. Donc, je ne parle pas aujourd'hui de ce qu'on appelle les ETS, c'est-à-dire les quotas d'émissions qui ont été créés au niveau communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire et qui sont d'un échange entre grandes entreprises sur des autorisations d'émettre qui leur ont été délivrées au départ de manière tout à fait gratuite. Maintenant, les choses deviennent quand même un petit peu plus sérieuses. Je m'intéresse au crédit carbone non obligatoire, marché non obligatoire, qui se développe de manière massive parce que précisément, on se rend bien compte qu'il faut accélérer les efforts d'investissement dans les puits de carbone, notamment dans la gestion de la forêt, dans l'usage des sols, avec tout le volet agricole, parce que, à ma connaissance, mais je ne suis évidemment pas une spécialiste des questions des océans, je ne crois pas qu'on soit encore capable aujourd'hui de générer une amélioration de la situation des océans capable de générer des puits de carbone. Donc, on parle essentiellement des sols et de la forêt. Alors, le sujet n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il a été en fait inventé au moment des mécanismes de Kyoto, qui ont mis en place des mécanismes volontaires de nature, les mécanismes de développement propre et les mécanismes de gestion conjointe. Ces mécanismes ont fonctionné plus ou moins bien, mais quoi qu'il en soit, ils ont permis
la mise en place d'un système avec la mise en place des AAU, qui sont des échanges reposant sur 1 tonne d'équivalent CO2. Kyoto est derrière nous, même si ces systèmes existent toujours, et la COP26, dont on a parlé tout à l'heure, a ouvert la voie à la création d'instruments économiques pour l'accord de Paris, avec la création de ce qu'on appelle des résultats d'atténuation, des ITMO, Internationally Transferred Mitigation Outcomes. C'est un système qui permet d'éviter que les approches entre États de coopération n'aboutissent en réalité à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui résout un problème qui est fondamental, qui est celui, enfin il y en a beaucoup de problèmes fondamentaux dans ce sujet, je vais en dire un mot dans un instant sur le deuxième gros problème, éviter le double comptage. Parce que si évidemment on compte 2 fois la tonne de carbone évitée, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Donc ces règles pour éviter le double comptage ont été précisées, ou tout au moins les grandes orientations ont été fixées à Glasgow, et au niveau européen, en juillet 2022, un accord a été trouvé avec le Parlement européen pour permettre le développement de marchés de crédit carbone, donc non obligatoires, à l'échelle européenne. Mais le sujet majeur, c'est bien entendu, et sans jeu de mots, de ne pas vendre du vent. C'est-à-dire d'être certain que la tonne économisée, elle existe. C'est donc tout le problème du sérieux dans l'évaluation et dans le contrôle des tonnes économisées. Alors, il existe au niveau international aujourd'hui 2 grands systèmes. Le système dit VCS, Verified Carbon Standard, qui est le système le plus utilisé à l'échelle internationale, qui repose sur une norme, des audits indépendants et un système de registre, en particulier pour le programme dit RED+, qui est le programme qui intéresse la forêt au niveau international. Il y a un deuxième système qui a été créé en 2003 par le WWF, qui s'appelle le Gold Standard, qui repose sur 5 principes qu'on retrouve du reste à peu près aussi dans le VCS, qui sont l'additionnalité, c'est-à-dire que si vous ne créez pas une amélioration de la situation, il n'y a pas de tonnes de carbone nouvelles et donc économisées nouvelles et donc vous n'avez pas de crédit. La fiabilité, la traçabilité, l'irréversibilité et la contribution au développement durable, ce qui est propre à ce standard-là par rapport à l'autre, qui ne l'a pas. Alors, la question de l'irréversibilité est un sujet très important. Et nous l'avons vu cet été, malheureusement, avec les incendies. Parce que quand vous stockez des tonnes de carbone dans la forêt par des travaux que vous faites qui permettent effectivement une additionnalité parce qu'une amélioration du puits de carbone et que ça brûle, vous avez un effet contraire. Donc comment est-ce qu'on intègre ce type de problème dans un système qui doit être un système juste et contrôlé? Alors le système prévoit une assurance et intègre une petite part de risque qui donc fait l'objet d'une compensation globale. Mais il est clair que si on va vers des incendies à répétition, la question des puits de carbone forestiers va devenir délicate à évaluer. Le deuxième grand volet qui commence à se développer, c'est le volet agricole. C'est-à-dire d'avoir une agriculture durable, non seulement durable, mais qui stocke le carbone dans le sol au lieu d'en émettre des tonnes de carbone. C'est effectivement un système qui est très intéressant, qui est très prometteur et qui pourrait permettre, on a beaucoup parlé de l'agriculture ce matin, moi c'est pour ça que ce sujet m'intéresse beaucoup, qui pourrait permettre de financer la transition du monde agricole. Parce que le grand problème, et ça rejoint la question des pesticides, de l'agriculture intensive et tout le reste, c'est qu'on a nos agriculteurs qui sont entrés dans un modèle dont ils ont toutes les peines du monde à sortir. Pour sortir de ce modèle et permettre qu'ils gagnent leur vie convenablement, parce que je rappelle quand même que beaucoup d'entre eux ont un niveau de vie qui est totalement indécent, il faut trouver des financements. Si effectivement les méthodes agronomiques permettaient un stockage intelligent du carbone, et qu'on puisse imaginer des PPA, c'est-à-dire des contrats de longue durée, passés entre l'agriculteur et
le gestionnaire de ces crédits carbone qui garantissent un prix qui pourrait être, j'en sais rien, moi, de 30 €, 40 €, 50 € la tonne, je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que la tonne carbone sur le marché ETS, elle est quand même plutôt autour de 100. Donc, sur le marché non obligatoire, 40, 50, c'est des prix que l'on trouve, voire même 60. Cela permettrait aux agriculteurs, effectivement, de trouver les moyens de financer la transition. Donc, c'est vraiment du win-win si on arrive à le faire. Mais là aussi, la question du contrôle et de l'évaluation est infiniment délicate. Vous savez tous, puisque vous êtes des professionnels, combien déjà on a des problèmes avec les bilans carbone dans les entreprises, avec des difficultés considérables, puisque selon l'organisme qui fait le bilan, on trouve des résultats sensiblement différents, de telle sorte qu'il y a des appels d'offres qui sont mis par terre parce qu'il y a une contestation là-dessus. Vous pouvez imaginer ce que cela peut donner à ce niveau-là. Enfin, la France promeut pour sa part un système national, qui est le label bas carbone, qui est un système bien de chez nous, qui présente un certain nombre d'intérêts, mais qui a un inconvénient, à mon avis, majeur, c'est qu'il est franco-français pour le moment. Alors, on essaye de le promouvoir, mais ça ne marche pas forcément. Voilà, donc c'est un sujet vraiment très important, auquel le monde financier commence à s'intéresser, d'ailleurs, très important pour le monde agricole, très important pour la forêt, très important, enfin je terminerai là-dessus, pour nous tous. Parce que, comme c'était rappelé ce matin, je vous rappelle que nos obligations communautaires, c'est des obligations nettes. C'est-à-dire qu'on déduit de nos objectifs les puits de carbone dont nous disposons. Or, si nos puits de carbone sont mal évalués, ou sont faux, ou sont détruits, nos obligations en termes de réduction de nos émissions vont croître à due proportion. Donc aujourd'hui, l'Union européenne est extrêmement attentive à la manière dont les tonnes de carbone sont évaluées, que ce soit au niveau public ou au niveau privé. Mais je pense que c'est un sujet dont on parlera, et je remercie 5T de m'avoir permis de parler de ce sujet un peu novateur. Juste un petit mot, il y a quelqu'un qui a perdu ses clés de voiture où il y a la marque Renault. Donc si vous avez trouvé ça, ça y est? Pardon? C'est bon, c'est retrouvé? Alors c'est parfait. On reste efficace dans l'urgence climatique. On va réduire donc voilà, l'échéance approche, la 2050-2030. Nous, c'est un peu la même chose. On a moins de temps et on me dit que le temps imparti pour les orateurs est maintenant de 8 minutes. Donc, voilà, on est exactement dans la seringue climatique. Gérard Blanchard, vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, ancien président de l'Université de La Rochelle. The floor is yours. Merci. Alors, 8 minutes, ça va être court. J'ai un diaporama support, voilà, merci. Alors moi je vais vous parler, alors pas de technologie en particulier, mais plutôt comment on met en place localement, à l'échelle d'une agglomération, en l'occurrence l'agglomération de La Rochelle, une politique publique qui vise à réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre et éventuellement aussi à augmenter notre séquestration, donc diminuer notre empreinte carbone. Quelques mots rapides d'abord pour vous dire pourquoi ça a pu se mettre d'une certaine façon en place assez facilement à La Rochelle. D'abord parce que La Rochelle, c'est un territoire qui est assez fortement exposé aux impacts du changement climatique, comme tous les territoires, mais nous on l'a vécu assez fortement. Il y a 12 ans, il y a eu Xynthia sur nos côtes, donc on a vu un petit peu l'impact fort que ça pouvait avoir, et bien entendu on a aussi tous les autres impacts comme sécheresse, canicule qu'on rencontre sur les autres territoires. Donc une forte sensibilisation et une volonté aussi de réagir. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il y a une tradition, il y a une culture de travail collaboratif sur notre territoire, entre les différents acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés, qui fait qu'on a une certaine capacité de réactivité collective pour répondre à un certain nombre de choses, notamment à des grands appels à projets. Et c'est ce qu'on a fait, puisque là on parle d'écologie urbaine, un petit peu plus largement même. On a répondu en 2017 à un appel à projet des investissements d'avenir, territoire d'innovation. Et on a donc été lauréat et on a obtenu ce fameux projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Alors,
Territoire zéro carbone, en fait, c'est un projet qui embarque beaucoup d'acteurs du territoire, hein, c'est 130 acteurs du territoire. C'est copiloté par 5 acteurs du territoire, l'agglomération de La Rochelle, la ville de La Rochelle, mais le port Atlantique aussi, le port de commerce, l'université de La Rochelle, et puis également le parc Atlantec, le parc bas carbone. L'objectif qu'on a, c'est de décliner localement les grands objectifs internationaux, hein, de lutte contre le changement climatique, et c'est d'essayer d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc atteindre la neutralité carbone, ça veut dire évidemment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, essayer de stimuler le captage et puis la séquestration carbone. On est un territoire qui émet à peu près 2 millions de tonnes équivalent CO2 par an. On fait à peu près 330 km², 170 000 habitants, 28 communes. L'objectif, c'est les hypothèses qu'on s'est données, c'est de réduire par 4 ces émissions et d'avoir une compensation par des mécanismes de séquestration qui ont d'ailleurs été évoqués. Alors nous, on va parler effectivement de l'agriculture, la capacité à stocker plus de carbone dans le sol, mais on a aussi la chance d'avoir beaucoup de zones humides sur notre territoire. Ce sont des puits de carbone naturels. Ils sont tous gérés et donc les modalités de gestion, par les modalités de gestion, on espère aussi augmenter donc cette séquestration. Donc vous avez ici les éléments, sobriété, efficacité, augmenter la capacité. Et puis on a développé, et là ça rejoint l'intervention précédente, on a développé ce qu'on appelle une coopérative carbone dont le but est de mettre en place localement un marché carbone pour essayer de développer des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à faire de la séquestration, traduire ces réductions en crédits carbone et trouver des contributeurs qui vont acheter ces crédits carbone, donc faire le rôle de tiers de confiance et permettre la réalisation de projets par l'implication des citoyens, des entreprises. On est sur un marché volontaire, hein, non obligatoire. Alors, évidemment, ce projet, c'est 70 actions sur 10 ans, je ne vais pas les détailler. Simplement, pour essayer de répondre à la question qui est posée, c'est quels sont les freins, quelles sont les opportunités. J'ai sélectionné 3 actions qui, aujourd'hui, sont arrivées à maturité et qui fonctionnent bien dans le cadre de ce projet. Le premier que je voulais vous montrer, premier exemple, c'est la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique. On sait que la rénovation des logements, c'est l'un des principaux secteurs où on peut amener une réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de consommation énergétique. Donc on a mis en place cette plateforme. L'idée, c'est de créer un guichet unique qui permet d'accompagner chaque propriétaire de logement. Là, on cible principalement le logement individuel, pas seulement, mais principalement, dans son parcours de la rénovation. Ça va depuis les premiers contacts. On propose un audit énergétique gratuit. On amène tous les éléments techniques pour expliquer quelles sont les options de rénovation. On a constitué une liste d'artisans qui ont signé une charte dans laquelle, là aussi, on joue le rôle de tiers de confiance pour augmenter le niveau de confiance, j'en ai entendu parler ce matin, entre ceux qui veulent rénover et puis les artisans. Et puis, bien entendu, on mobilise également toutes les aides publiques possibles. L'Agglo de La Rochelle a créé aussi un fonds bas carbone qui permet de rajouter une aide supplémentaire jusqu'aux travaux. Et la mise en place de ce dispositif, ça fait 1 an que c'est opérationnel aujourd'hui. On a augmenté de manière extrêmement importante non seulement les contacts, mais vous voyez 250 projets de rénovation qui ont déjà eu lieu. L'objectif qu'on se donne à 2040, c'est d'avoir fait 45 000 rénovations de logements sur l'agglomération de La Rochelle, avec une vitesse de croisière de 2000 logements, habitations rénovés par an à partir de 2027. Voilà, donc 1000 seraient pris en charge par cette. Donc vous voyez, on est à 250 projets dès la première année, donc on a de bon espoir de penser qu'on va atteindre notre niveau. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que ce travail de transition énergétique, eh bien, jusqu'à présent, ça a permis sur une année simplement de réinjecter un peu plus de 4 millions d'euros par les travaux sur des entreprises locales du territoire. Donc voyez, on rapproche quand même le soutien économique avec la transition énergétique. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, ça tombe bien parce que ça fait écho à ce que disait Madame Lepage à l'instant, c'est la mise en place donc d'une coopérative carbone. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui fonctionne depuis maintenant 18 mois. Et donc son objectif, c'est d'accompagner, c'est de se faire connaître et d'accompagner tous les porteurs de projets. Alors c'est beaucoup aujourd'hui de plantation d'arbres, mais pas seulement, dans tous les domaines, avec une ingénierie qui permet d'évaluer par rapport à un projet, quelles seront les économies ou les baisses d'émissions de gaz à effet de serre. C'est traduit en crédit carbone, sous le label bas carbone justement, et ensuite c'est vendu effectivement à des citoyens. Vous voyez qu'ici, en l'espace d'un peu plus d'1 an et demi, on a un certain nombre de projets donc, qui ont été engagés, ce qui nous permet aussi de mettre en avant un potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, puisqu'il faut être rapide, donc le troisième sujet sur lequel je voulais attirer votre attention,
On le sait bien, on a plein de solutions technologiques, on l'a vu aujourd'hui avec vos différentes présentations. La difficulté qu'on a, en tout cas à travers les politiques publiques, c'est de faire accepter par les habitants, par les citoyens, ces solutions. Bon, vous savez très bien, sur les énergies renouvelables, c'est assez compliqué, notamment l'éolien. Et à côté de ce projet, je porte aussi le plan climat-énergie territorial de notre agglomération. C'est très très difficile. Il y a une résistance totale, une opposition totale à tout ce qui est éolien, tout ce qui est méthanisation. Or, sans ces dispositifs-là, évidemment, on n'atteindra jamais nos objectifs. Donc l'idée aussi, c'est d'aller vers plus d'appropriation par les citoyens. Et dans la gouvernance globale de notre projet, il y a un comité de pilotage, évidemment. Il y a un conseil scientifique qui nous éclaire sur les décisions. Mais on a mis en place aussi un comité citoyen. Le comité citoyen, donc, ça fait maintenant bientôt un an qu'il est opérationnel. L'idée, c'est que ce comité citoyen puisse se saisir d'un certain nombre de questions par rapport à ce projet. Nous pouvons aussi le saisir pour qu'il donne son avis. Et l'idée, c'est pas simplement qu'il donne un avis, une liste d'actions à conduire, c'est aussi qu'il participe à la décision. Donc, une personne de ce comité citoyen vient représenter le comité citoyen au sein du comité de pilotage et donc participe à la décision. Pas nécessairement très facile de faire travailler tout le monde ensemble, mais en tout cas, c'est une orientation qui a été faite. Alors, c'est 30 citoyens. Voilà, on a lancé une campagne d'appel à candidature l'année dernière, à mi-2021. On a eu presque 260 candidatures. On a retenu 30 personnes. Parité homme-femme, évidemment. Alors, ça n'a pas été un tirage aléatoire total, puisqu'on a voulu qu'il y ait une représentativité. Donc, les classes d'âge sont bien représentées, les CSP également. Et puis, en fonction de la répartition sur le territoire, parce qu'on a un territoire qui est à la fois très urbain et très rural, et donc il fallait avoir ce type de représentation. Voilà, ça marche plutôt bien, on a de bons retours, et en tout cas, on part du principe que ce type de gouvernance est nécessaire pour essayer d'améliorer l'appropriation, l'acceptabilité d'un certain nombre de projets. Voilà, donc je terminerai rapidement, je ne sais pas si j'ai excédé les 8 minutes. Voilà, donc on continue à travailler sur la sensibilisation, l'accompagnement au changement à travers la gouvernance, la participation citoyenne, mais aussi en développant beaucoup la diffusion de la culture scientifique. C'est un point extrêmement important, on parle de choses compliquées, c'est pas facile pour tout le monde de comprendre ça, donc il faut travailler là-dessus. Bon, l'acceptabilité, j'en ai parlé, l'implication de l'ensemble de la société civile, et puis bien entendu, s'appliquer à nous-mêmes en tant que collectivité les efforts qu'on demande à faire à tout le monde. Voilà en quelques mots, quelques éléments de notre politique locale. Merci beaucoup. Donc ce matin, en écoutant M. Fontaine, je pensais que sa langue avait fourché quand il avait dit 2040 pour la neutralité carbone, mais je vois que vous donnez les capacités de l'accélération, à la fois dans tous les sens du terme. Donc la parole maintenant est à M. Mokli, qui nous rejoint. Donc merci pour sa patience. Et donc après le point de vue de la collectivité et du territoire, le point de vue de l'entreprise Terega au cœur des réseaux, on appelle un TSO. Donc, mais M. Mokli va nous donner son point de vue. On coupe le micro. Et puis, merci à tous de donner une place aux gens du gaz dans cette réflexion. Alors, je vais très rapidement m'attarder sur comment fonctionne une entreprise qui veut s'engager dans la transition énergétique et en particulier dans la maîtrise du carbone. Alors, il y a deux éléments clés. Le premier, est-ce qu'on peut rester sur le slide précédent, s'il vous plaît? Oui, il y a deux éléments clés. Le premier, et on le voit dans toutes les interventions, il est essentiel que la décarbonation, tout comme le digital d'ailleurs, soit au cœur du projet de transformation et du projet d'entreprise au sens large. Donc, si ça ne fait pas partie du projet, si votre comité exécutif n'est pas lui-même complètement concentré sur cet objectif, en fait, vous raterez la cible. Le deuxième, c'est que c'est un petit peu comme dans toutes les discussions entre finalement les sphères décisionnelles et puis les gens qui exécutent, il faut trouver des méthodes et des outils très simples pour permettre aux équipes de faire sur le terrain ce qu'on a décidé au niveau central. Et pour ça, nous, on a une méthode qui est une méthode toute simple, qui est la méthode éviter, réduire, compenser. Et les équipes savent parfaitement l'appliquer sur le terrain et ça permet de fonctionner. Donc on peut passer sur le slide suivant. Donc nous, on a en 2016 construit un projet qui était de transformer une entreprise de réseau, c'est-à-dire une entreprise qui transporte du gaz et qui stocke du gaz naturel, une entreprise qui s'appelait TIGF, en une entreprise qui soit accélérateur de la transition énergétique, qu'on a appelée Terega.
à cause de territoires, réseaux, gaz, parce que dans notre vision, les gaz demain ou les énergies seront beaucoup plus proches des territoires qu'elles ne l'étaient jusque-là, que les réseaux sont un élément clé des échanges énergétiques et en même temps de la capacité de faire transiter différents types d'énergie entre différents types de besoins, différents types de producteurs, et puis que les gaz au sens large, pas le gaz naturel, mais les gaz au sens large continueront de jouer un rôle. Alors, on a lancé ce programme, et au cœur de ce programme, on a lancé une action pour démontrer que nous-mêmes, on était capable de faire des efforts et d'arriver à nos objectifs. Ça s'appelle BI positif, bilan environnemental positif. Comment, dans une entreprise qui transporte et qui stocke du gaz, on peut avoir un bilan positif. Notre premier objectif, c'était d'être en 2020, être neutre du point de vue carbone. Alors effectivement, en utilisant notre méthode éviter, réduire, compenser. On y est arrivé en compensant. Et maintenant, et vous le verrez sur le slide suivant, notre objectif, c'est d'être à la neutralité carbone en 2050, mais en ayant en même temps modifié complètement les gaz que l'on a dans nos réseaux. Alors, si on revient sur le slide précédent, en utilisant notre méthode, en fait, on est arrivé en termes de performance énergétique à réduire de façon tout à fait importante l'ensemble de notre impact émission de CO2, et pour l'essentiel par des solutions qui étaient des solutions techniques. Éviter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des compresseurs qui émettent du CO2, eh bien, vous les faites fonctionner de façon intelligente pour qu'ils fassent le même travail qu'avant, mais en émettant moins de CO2. Et ça, l'intelligence artificielle nous y aide bien. Réduire, c'est aussi remplacer des compresseurs par des compresseurs électriques. Donc ça aussi, on a fait les investissements correspondants. Et sur le terrain, finalement, on arrive à peu près à nos objectifs. Il nous reste aujourd'hui, pour l'essentiel, à réduire la part qui est ce qu'on appelle les pertes diffuses, qui sont les émissions de méthane qui existent encore le long de notre réseau. Et puis sur toutes les opérations de maintenance, on recomprime lorsque potentiellement il peut y avoir du gaz qu'il faut enlever de nos canalisations afin de faire les maintenances. Eh bien, on recomprime et on réinjecte ce gaz dans les canalisations en amont de ces opérations de maintenance. Donc ça, c'est la vision court terme. Je m'occupe de mes installations et je démontre que je suis responsable. Et en termes d'opportunités, en fait, ça ouvre un champ très large. Si vous commencez à intégrer la transition énergétique et la décarbonation dans votre réflexion, vous vous dites qu'il y a plein de nouveaux métiers qui s'ouvrent. Et ça, c'est ce que vous voyez sur la droite du slide en haut, c'est des Rega Solutions, qui sont des nouveaux outils qu'on met à la disposition du marché pour lui permettre de se décarboner et nous aider à décarboner nos gaz. Donc, on a créé une business unit sur tout ce qui est biométhane, et on s'est positionné sur des solutions qui répondent aux besoins des agriculteurs, qui sont des besoins plutôt locatifs. Parce que pour un agriculteur, de fabriquer une nouvelle installation, de gérer les problématiques avec les riverains, d'avoir accès au financement bancaire, c'est compliqué. Et donc nous, on s'est positionné parce que notre rôle ne nous autorisait pas de faire plus sur cette brique-là. De la même manière, on s'est lancé dans le digital en offrant des plateformes qui pourraient s'appliquer par exemple à la gestion des crédits bas carbone, et je sais qu'on discute avec les gens qui ont eu les mêmes idées du côté de La Rochelle pour offrir des services d'échange et de mise en contact entre des financeurs et des projets. Et puis aussi, le système qu'on a construit autour du digital qui vise à bien maîtriser les procédés industriels pour améliorer leur efficacité énergétique. Aujourd'hui, par exemple, l'opportunité que ça ouvre, c'est que ça peut s'appliquer, par exemple, à de la maîtrise de consommation dans des situations de crise comme dans celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et bien évidemment, on s'est lancé dans l'hydrogène parce que demain, nos canalisations, comme les futures canalisations, les futurs stockages, traiteront d'autres types de gaz. Voilà, donc le programme stratégique nous a amené à nous concentrer sur nous-mêmes et puis ensuite à ouvrir le champ d'un certain nombre d'activités pour nous, bien évidemment, mais aussi pour des clients qui souhaitent, comme nous, s'engager à fond dans la transition énergétique. Alors, si on passe sur le slide suivant, maintenant, c'est quoi nos perspectives? D'abord, c'est un cadre qui fixe de mieux en mieux ce que seront les outils et les règles
dans le monde de la décarbonation. Donc on s'inscrit pleinement dans les objectifs de la COP21, de la stratégie nationale bas carbone, de Fit for 55, de REPowerEU, etc. Et donc tout ça, il faut surtout le consolider et le garder, parce que ça met une très belle pression sur le système que nous représentons, celui des entreprises, et y compris d'ailleurs au travers des problématiques de financement et de taxonomie, qui, en tout cas, focalisent les entreprises sur l'importance qu'il y a à regarder leurs futurs investissements en termes d'investissements qui réduisent l'impact carbone de leurs activités. En termes d'opportunités, j'ai mentionné, on se développe maintenant sur un certain nombre de métiers qui sont des métiers nouveaux, on pense nos infrastructures de façon nouvelle. Et pour conclure, parce qu'on se pose la question à chaque fois, est-ce qu'il y a des freins? Oui, il y a des freins, mais je ne voudrais pas trop appuyer sur les freins. En fait, si on se refocalise son plan stratégique sur la décarbonation, il y a plus d'opportunités que de freins. Les freins, avec le cadre législatif et réglementaire qui est en train de se mettre en place, avec la pression sociétale qui est en train de se mettre en place, on va les lever. En fait, l'acceptation de payer un certain nombre de choses, c'est la capacité qu'on a et qu'on doit avoir de convaincre des parties prenantes. Et puis, bon, de temps en temps, il faut arriver à lever quelques contraintes de procédure administrative, mais je crois que l'État a compris que l'urgence est plus importante que de faire un cadre qui soit trop figé et inflexible. Voilà ce que je voulais vous dire en 2 mots. Un beau projet essentiel, un engagement de l'équipe de direction et en même temps des méthodes et des outils et ne rien lâcher. Donc, le gaz, dont on pouvait penser que peut-être il allait disparaître dans la transition énergétique, ce n'est pas notre point de vue. Notre point de vue, c'est que les gaz auront un rôle sous réserve qu'ils soient effectivement pleinement responsables et engagés. Bravo, merci. On ne lâche rien, nous non plus ici. Et je passe la parole à Aurélie Picard, déléguée générale du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, qui va, je pense, enchaîner sur ces notes optimistes. Elle est au cœur de la vague de l'innovation dont Myriam a parlé ce matin, qui est l'un des changements de paradigme. Et elle va y ajouter une touche de réindustrialisation, me semble-t-il. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi important et aussi complexe que l'empreinte carbone. Donc, je vais axer mon propos sur l'industrie et en particulier sur un biais cognitif qui freine la transition énergétique, celui de la difficulté à saisir ce qu'on ne voit pas. Pendant longtemps, on a parlé du réchauffement climatique et il a été difficile de convaincre. Et malheureusement, il faut attendre des feux, des paysages jaunis par la sécheresse pour convaincre collectivement. On parle de la difficulté des chaînes d'approvisionnement, de leur fragilité, du manque de composants électroniques. Et malheureusement, il faut qu'il manque de la moutarde sur les tables de chacun d'entre nous pour que tout le monde en prenne conscience et qu'on réalise que la moutarde de Dijon est produite au Canada. Et puis, dans le même esprit, aujourd'hui, la Chine est zéro Covid. Et on a du mal à intégrer que du jour au lendemain, n'importe quelle ville, encore demain, peut fermer en Chine et la production qui est liée s'arrêter du jour au lendemain. Et on ne sait pas pour combien de temps. Et cette difficulté-là, elle est centrale, et elle est centrale sur notre question d'empreinte carbone. Avant simplement de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire 2 mots sur le comité stratégique de filière que j'anime. C'est une association qui réunit l'État, les industries de la transition énergétique. Et notre objectif, c'est de faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France. On est convaincu que plus on créera de richesses, de valeur en France, plus la transition sera désirable et plus on pourra l'accélérer. Donc on travaille avec un contrat de filière qu'on signe avec l'État, avec qui on travaille main dans la main, qui donne une feuille de route. Et au-delà de cette feuille stratégique, on accompagne aussi notre action par des actions très concrètes de mise en relation de B2B, d'achat, et dont je vous parlerai ensuite. On a 1200 contributeurs actifs qui font vivre ce comité stratégique de filière autour de 18 axes de travail que vous voyez à l'écran, et notamment donc la décarbonation de l'industrie, sur lequel s'applique directement notre biais cognitif. Quand on pense à la décarbonation, on pense à la décarbonation autour de chez nous, aux usines qu'on voit au coin de la rue, et ces usines ne représentent que 15% de la consommation que nous avons de biens fabriqués. Les biens fabriqués, c'est des biens manufacturier hors agroalimentaire qui fait un peu changer la tendance. Mais au-delà de l'agroalimentaire, nous importons 85% de ce que nous consommons. Et donc que nous ne regardons pas, qu'il est difficile de mesurer, dont il est difficile de mesurer l'impact carbone et dont on détourne très facilement le regard.
pour vous donner quelques chiffres, l'effort de réduction des gaz à effet de serre a été porté pour 60% par l'industrie sur les 30 dernières années, qui a diminué de 40% ses émissions. Dans le même temps, nous avons augmenté de 78% les gaz à effet de serre importés. Mais il est extrêmement difficile de travailler sur ces gaz à effet de serre importés. On a la SNBC qui regarde la stratégie nationale bas carbone, qui regarde comment décarboner notre activité, et on regarde, parce que c'est plus facile, ce qui se fait en France. Il est très complexe de regarder ce qui se fait à l'extérieur. Mais je pense que c'est important de vous redonner de pousser un raisonnement jusqu'au bout. Si l'Europe s'arrêtait, s'il n'y avait plus d'Europe, si nous n'émettons rien, dans les scénarios, la différence, ce serait une augmentation de 2,9 degrés à 2,85 degrés. Autant dire rien. Donc il est essentiel de continuer à travailler sur la décarbonation de notre industrie, mais il est important de ne pas avoir un discours simpliste et de regarder comment on peut aller accompagner l'évolution en dehors de nos frontières. Notre industrie est extrêmement précieuse, celle qui nous apporte de la richesse pour défendre nos valeurs démocratiques, pour défendre nos valeurs environnementales. Et donc, toute la complexité du sujet de l'empreinte carbone, c'est bien celle de pouvoir tracter au-delà de nos frontières. Donc, on a parlé des COP. Il y a une vraie prise de conscience également au niveau européen de cette nécessité de tracter au-delà de la frontière en s'appuyant sur les crédits carbone, et c'est le mécanisme d'ajustement aux frontières, ô combien complexe, et je ne me lancerai pas dans une explication des freins, des difficultés, mais c'est un vrai sujet extrêmement structurant parce qu'il permet de traiter 85% de ce que nous consommons, et puis plus largement la diplomatie verte qui peut être mise en œuvre. Au sein du CSF, voilà. Au sein du CSF, donc, on a à cœur de travailler sur les questions d'achat, qui nous semble essentiel parce que c'est le moyen d'action que chacun peut avoir en tant que citoyen, en tant que collectivité territoriale, en tant qu'État. On a un bout d'action extrêmement structurant à travers ce que nous achetons. Et donc, on a mis en place une plateforme Je décarbone, qui est une plateforme donc, de mise en relation des industriels qui souhaitent se décarboner avec les solutions françaises de décarbonation de l'industrie. Nous avons plein de solutions de décarbonation qui sont disponibles, qui plus elles se développeront, dont les coûts baisseront avec leur développement, et qui cherchent à être mieux connues par les acteurs de l'autre côté de l'industrie, qui cherchent eux à se décarboner de la manière la plus efficace, la plus économique et la plus rapide. Donc c'est une plateforme de mise en relation de l'ensemble des acteurs de la décarbonation, donc en particulier la filière des solutions de décarbonation, et des industriels, en s'appuyant sur les tiers de confiance, et je crois qu'on a pas mal parlé aujourd'hui, des tiers de confiance qui, au quotidien, œuvrent auprès des entreprises qui cherchent à se décarboner. Donc cette plateforme, il y a un premier grand rendez-vous entre justement les acteurs qui accompagnent au quotidien les entreprises et les offreurs de solutions à Bercy le 10 octobre. Elle est aujourd'hui ouverte, c'est jedécarbone.fr. Et ensuite, nous ferons un tour dans les régions pour venir au plus proche des entreprises pour vraiment porter cette relocalisation, le développement en tout cas de l'industrie de la décarbonation, qui nous donne aussi un moyen de pouvoir justement agir au-delà de nos frontières. Si on a une industrie de solutions compétitives, eh ben, on peut également l'exporter et pouvoir aller au-delà de la France, décarboner plus d'industries. Cette démarche d'appui de l'accompagnement de l'achat des entreprises, elle est plus large. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, je vais juste nommer de ce qu'on peut faire au comité stratégique de filière. Une autre initiative qu'on a eue à la sortie de la crise depuis 2020, c'est les challenges énergie. On incite l'ensemble des entreprises de notre filière, l'ensemble des services achats, des services opérationnels, à faire connaître ce qu'ils cherchent à acheter. Et on le promeut dans l'ensemble des réseaux de pôles de compétitivité, de clusters, d'agences de développement pour trouver des solutions locales au plus proche. Et il y a beaucoup de belles success stories. Et en fait, les services achats sont très occupés, n'ont pas toujours le temps de regarder ce qui peut se faire des fois jusqu'au coin de la rue. Et donc, c'est un travail de développer l'industrie de la transition énergétique, et également dans une dynamique justement avec une attention toute particulière aux émissions de nos industries, donc de nos chaînes de valeur. Pour conclure, j'aimerais prendre un peu de recul par rapport reprendre du recul sur les opportunités et les menaces autour de l'empreinte carbone. Donc, relocaliser est un moyen de pouvoir agir sur l'empreinte carbone. Je pense qu'une des opportunités importantes, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on touche du doigt beaucoup de problématiques structurantes, malheureusement. Mais on a donc une prise de conscience forte du réchauffement climatique, une prise de conscience forte de l'importance de l'industrie,
une prise de conscience de la place centrale stratégique de l'énergie. Malheureusement, peut-être pas totalement une prise de conscience suffisante à travers l'expérience du Covid, qu'il existe un moment où plus on agit tôt, plus on peut agir et plus on a l'attitude et qu'il faut commencer à agir avant de sentir les effets. Mais en parallèle, on a une vraie lueur d'espoir avec la mobilisation de l'Europe qui concrètement a intégré ces questions d'entraîner au-delà des frontières, tout en prenant conscience dans le même temps que nous avions des vraies fragilités industrielles. Dans la maîtrise de nos chaînes de valeur, aujourd'hui, on a besoin de sécuriser jusqu'à nos métaux, l'amont, jusqu'au plus haut de l'amont, et on se rend compte qu'on n'a pas de maîtrise de nos métaux, qu'on a peu de maîtrise des compétences techniques, scientifiques, qu'on a beaucoup perdu, qu'on a du difficulté à mobiliser, malgré nos sujets extrêmement porteurs dans les plus jeunes générations, encore beaucoup de difficultés à avoir les compétences industrielles, scientifiques. Et donc, en même temps, l'augmentation des tensions, j'ai 2 mots. L'augmentation des tensions internationales, en même temps, rend difficile de travailler sur le temps long quand on a toutes ces difficultés de court terme. Et puis, pour finir, justement, je pense qu'il est extrêmement important de regarder ce qu'on fait sur nos achats, de voir des chaînes d'approvisionnement courtes, mais par la même occasion, on détisse des liens d'interdépendance avec les autres pays, au moment même où on dit qu'il est important d'y aller tous ensemble. Donc, travailler ces achats, c'est extrêmement important, relocaliser, mais sans pousser jusqu'au protectionnisme, il est extrêmement important qu'on avance collectivement. Je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie. On va suivre vos premiers conseils. Ah oui, les clés. Ah voilà les clés, c'est important. Ensuite, clé d'une Audi voiture. Alors, c'est un problème. Je vous rappelle que c'est, à mon avis, c'est pas une voiture essence. Électrique. Bon c'est là. C'est l'occasion, comme on dit. C'est le marché de l'occasion. Donc on va suivre le conseil d'Aurélie Picard et on va franchir la frontière, sortir de nos frontières et passer le Rhin. Et pour éviter les discours simplistes, il n'y a rien de tel. Les diplomates disent que l'amitié franco-allemande est une fleur sensible qui a besoin d'être arrosée tous les matins. Et je crois qu'on en a eu un petit parfum dans les discussions de ce matin. Et je passe donc la parole à Sven Rössner, qui est le directeur de l'Office franco-allemand de la transition écologique et qui va donner son éclairage très complémentaire, j'en suis sûr, de ceux que nous avons eus jusqu'à présent. Merci Sven, à tout à l'heure. À tout de suite. Merci beaucoup Luc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas... Je vais juste couper le son parce que j'ai un écho, excusez-moi. Oui, désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Nous avons terminé aujourd'hui notre propre rentrée. Donc l'Audi, malheureusement, c'est pas la mienne. Et au moins, j'aurais pas pollué avec le trajet Paris-La Rochelle. Alors, je vous propose de regarder quelques slides que j'ai préparés sur le sujet de la décarbonation. Quelques éléments un peu généralistes. Je me suis concentré ici au seul sujet de l'énergie, bien sûr. C'est déjà assez ambitieux en 10 minutes. Cette décarbonation de nos sociétés qui nous paraît bien sûr très souvent comme un Everest, mais en réalité, je me pose de plus en plus souvent la question si ce n'est pas juste la pointe d'un iceberg, donc le gros travail, et nous venons l'entendre également. Et peut-être aussi dans le domaine diplomatique, nous allons regarder tout cela dans les minutes à venir. On peut, je pense, sauter la prochaine. Oui, voilà, donc vous pouvez regarder ça si vous trouvez ça intéressant quand vous allez recevoir les slides, etc. Je pense qu'on va consacrer plutôt notre temps précieux au contenu. Voilà, donc ici, je me suis permis d'intégrer un diagramme Sankey du système énergétique en France que j'ai emprunté à nos amis de chez Negawatt et j'aimerais bien attirer votre attention sur la partie gauche, pas tout à fait à gauche, après le trait blanc. Je ne peux malheureusement pas pointer l'endroit précis d'où je suis, où nous voyons donc une barre anthracite très épaisse et après une flèche bleue plus bas et encore plus bas
des flèches vertes. Si nous regardons, si nous faisons un cumul du bleu et du vert, nous arrivons à peu près au tiers du volume de la grosse flèche anthracite. Et ça, c'est à peu près l'ordre de la magnitude de notre problème que nous avons aujourd'hui, car la flèche anthracite, c'est le fossile. Et nous nous sommes fixés comme objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050. Ça veut dire que cette flèche grise, elle doit disparaître. Il faut la remplacer essentiellement avec ce qui est bleu et vert. Ça veut dire donc il faut que ces deux flèches croître massivement dans les années à venir. Aujourd'hui, l'électricité, qui est le vecteur essentiel pour la décarbonation, représente 25% de la consommation d'énergie en France et en Allemagne. En Allemagne, c'est un peu moins même. Donc la pente est encore plus raide. Et en plus, dans la génération d'électricité, bien sûr, en Allemagne, il y a actuellement encore plus de fossiles. Donc ça, juste comme petit ordre de grandeur de ce qui nous attend dans les 30 ans à venir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Un besoin très massif de nouvelles capacités de génération. L'IEA nous parle d'un facteur 2 d'ici 2050 pour les capacités de génération. Mais on ne peut pas attendre jusqu'en 2050. Il faut, ou même ces prochains 15 ans, comme nous l'avons également entendu récemment dans les campagnes électorales et dans la presse, il faut commencer ça aujourd'hui si nous voulons décarboner les usages qui sont très fossiles actuellement, c'est-à-dire surtout la mobilité, également la chaleur et d'autres projets comme un sujet qui tient particulièrement à cœur à Luc Poirier, bien sûr, l'hydrogène également. Tout ça, ça passe par l'électricité et nous pouvons avancer. Nous avons regardé cela d'un peu plus près chez nous, avec l'aide de différentes statistiques, avec également le conseil de différents chercheurs. Ici, nous voyons donc les émissions de CO2 dans les différents secteurs de consommation, donc l'électricité, la mobilité, également pour la chaleur, et nous avons pris également l'électrolyse comme nouveau sujet. Nous regardons donc ici une comparaison, ce qu'on pourrait faire avec un térawattheure d'électricité décarbonée supplémentaire, ou l'utiliser, ou mettre le curseur pour arriver à une baisse des émissions le plus massif, donc le plus efficace également. Dans l'électricité, nous voyons que l'Allemagne émet à peu près dans le secteur de l'électricité. Là, je ne vois plus rien, j'espère que vous voyez le slide. 10 fois plus de CO2. Donc, en Allemagne, ce serait très intéressant d'utiliser cette électricité pour l'électricité. En France et en Allemagne, par contre, le secteur où ce serait le plus efficace, ce serait dans la mobilité, donc pour électrifier, par exemple, la mobilité individuelle avec des voitures. Là, nous avons comparé la moyenne des immatriculations en 2020 avec un modèle Tesla. Donc, on voit donc les économies avec 1 TWh d'électricité serait quand même assez énorme en Allemagne, un peu moins en France. Ça peut aussi donner une idée de la taille des voitures qui sont immatriculées dans les deux pays. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça veut dire aussi qu'il faut fournir ces térawattheures propres d'électricité. L'effet est un peu moindre sur les pompes à chaleur en comparaison avec des chauffages à gaz et l'électrolyse. Donc, pour ma part, je dirais il faut d'abord regarder la mobilité et en Allemagne surtout la décarbonation de la génération massive. Mais tout ça, donc là nous parlons d'électricité propre, il faut plus d'électricité tout court. Il faut la trouver. Nous voyons actuellement en France plutôt une baisse de la production de l'électricité. Ça, il faut déjà compenser. Et bien sûr, par la suite, aussi préparer un développement massif des moyens de production
d'électricité pour pouvoir décarboner donc tous ces usages que nous voyons ici. J'ai préparé par la suite un concept qui est peut-être un peu ringard maintenant, c'est une analyse SWOT, ou en France, vous appelez ça force, faiblesse, opportunité, menace, il me semble. J'ai trouvé très intéressant ce que j'ai entendu dans les présentations auparavant, et je rejoins ces propos tout à fait. Si nous parlons de la force d'une transition énergétique décarbonée, vers un système énergétique décarboné, il y a plein d'opportunités. Hein. Il y a surtout pour des pays comme la France et l'Allemagne, qui sont des pays d'ingénieurs, d'inventeurs, de scientifiques. Il y a là des nouvelles technologies à développer. Il y a des filières industrielles à créer. Il y a des formations, des emplois à mettre en route. Et tout ça également, parce que là, une tonne CO2 vaut facilement une autre. Ce sont également des technologies qui vont très facilement s'exporter. Donc là, je vois un point très fort de ce projet de la décarbonation et de la transition énergétique, qui actuellement reçoit bien sûr également un coup de pouce par les prix d'énergie très élevés. Les énergies renouvelables, par exemple, sont sans doute aussi une possibilité de se rendre moins dépendant des importations d'énergie. Et également un facteur très positif, c'est ce que nous entendons au quotidien, c'est que l'argent est là pour investir. Maintenant, il est là, il y a une situation sur les marchés financiers qui devient plus compliquée, il faut regarder ça avec beaucoup de précautions, mais pour l'instant, les moyens sont là, la volonté d'investir également. Si nous regardons maintenant les faiblesses, et là je vois plus mon slide, je suis désolé. Oui, merci beaucoup. Voilà, comme je disais, un besoin massif de nouvelles capacités de production. Pour l'instant, pour moi, peut-être le facteur le plus limitant, c'est les signaux qui sont émis par les gouvernements. En ce qui concerne la législation, également l'imposition, par exemple. Donc, nous avons beau à dire qu'il faut investir dans les énergies renouvelables, etc. Si en même temps nous voyons que les fossiles sont subventionnés, c'est pas toujours très clair pour le consommateur quelle voiture il doit acheter dans l'avenir, parce qu'il ne sait pas finalement ce qui revient moins cher. Et bien sûr, ces facteurs microéconomiques sont aussi importants pour l'industrie que pour les particuliers. Donc, un vrai travail à mener sur une simplification du cadre réglementaire et une accélération des régimes d'autorisation. Nous avons par la suite également, je pense, un vrai volet européen où tout ça doit être mis en cohérence. Mais les grands enjeux sont peut-être plutôt au niveau international. Bien sûr, l'opportunité, elle est incroyable, c'est de sauver notre planète, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça vaut quelques sacrifices. Je pense également qu'il y a un volet de conservation de la paix sociale dans nos pays. Nous le voyons actuellement que avec les prix d'énergie, certaines personnes commencent à Wir sind s'inquiéter schon fertig. sur leur budget J'entends pas. pour les entreprises comme pour les personnes privées. Donc là également, je pense, avec des nouveaux emplois pour les territoires notamment, je pense qu'il y a un vrai facteur très très intéressant. N'oublions pas non plus que nous pouvons regarder la situation météorologique en France et en Allemagne cet été. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est bien pire. Il n'y a plus de forêt à brûler, il n'y a plus d'eau. Là, je pense que je n'ai pas encore terminé. Donc, ça me semble quand même pas inintéressant d'imaginer ce qui arriverait si le réchauffement climatique continuerait. Parce que les gens ne vont pas rester dans leur pays et attendre jusqu'à la dernière goutte d'eau a été vue. Ça, c'est un facteur, une vraie opportunité. Et après, et je vois que Luc lève son micro,
Donc, juste pour terminer, la menace, bien sûr, elle est très grande. Il y a un vrai travail au niveau diplomatique à mener, parce que nous avons beau à être les meilleurs de la classe avec nos efforts de la décarbonation. Je disais que nous pensons peut-être à un Everest, mais en même temps, c'est juste la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, nous constatons quand même qu'il y a une décarbonation. Il faut arrêter, Sven. Wir müssen qui s'est halten. produite depuis. N'entends pas. Il n'entend pas. Vielen Dank. Donc, parmi les... Merci beaucoup, herzlichen Dank. Il faudra qu'on invente un système où la réciproque, on puisse s'entendre les uns les autres. Donc, parmi les forces que Sven Rössner aurait pu citer, il y a le fait que nous sommes une Startup Nation, et donc la parole est à 2 cofondateurs d'une start-up, Christophe Gamelin et Léa Gagnage. Excusez-moi, il y avait une petite erreur dans les programmes, donc à vous la parole pour 8 minutes, bien tapé. Luc, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup aussi à l'E5T de nous permettre de présenter aujourd'hui. Léa et moi, nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'un an. À un moment donné, on avait besoin de redonner du sens dans nos parcours professionnels et puis de s'impliquer, je dirais, donc, pour la planète et l'humanité beaucoup plus largement. Et nous avons créé ensemble la société Synergie Littorale. Donc on est parti. Alors pourquoi Synergie Littorale ? On est parti du constat que les territoires des littoraux font partie des premiers territoires à être impactés par le changement climatique. Le dernier rapport du GIEC prévoit un certain nombre de choses, notamment donc une élévation du niveau de la mer qui peut aller jusqu'à 1 mètre à la fin de ce siècle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la glace continentale de l'Antarctique venait à se disloquer, on pourrait monter jusqu'à 5 mètres. Ce qui, bien évidemment, serait un scénario catastrophique. À 1 mètre, déjà, donc, s'entraînerait la perte de 90% des écosystèmes, qui soient donc, des écosystèmes marins terrestres, mais donc, de toute la végétation côtière. Et aussi la destruction de puits de carbone, donc très important. Ce qu'il faut savoir, à titre d'exemple, c'est que les zones humides sont capables de capter donc 20 fois plus de carbone qu'une forêt à périmètre équivalent. Il faut savoir aussi que la France est la deuxième surface littorale au monde, si on considère évidemment donc la métropole, mais aussi donc la Polynésie et donc les territoires dom-tom. Les collectivités, pour pouvoir faire face, font face à un certain nombre d'injonctions et d'enjeux donc paradoxaux. D'un côté, donc l'urgence du changement climatique, un temps de décision politique qui reste quand même assez long. On a donc des contextes réglementaires qui sont complexes versus effectivement donc une urgence donc climatique. Nos collectivités donc en France manquent de moyens financiers. Surtout pour les communautés de communes. Il est quand même difficile aujourd'hui de pouvoir concilier intérêt collectif et considération donc individuelle. Pas facile de mettre tout le monde d'accord. Donc notre mission, c'est de pouvoir accompagner les collectivités donc du littoral dans le passage à l'action vers la résilience territoriale, bien sûr en prenant en compte la neutralité, la neutralité climat. Pour ce faire, nous appuyons sur 3 fondamentaux. Donc, alors bien sûr, nous n'intervenons pas seuls. Nous appuyons sur une équipe projet pluridisciplinaire. Nous avons avec nous donc des partenaires qui sont des bureaux d'études spécialisés en océanographie. Nous avons des juristes. Nous avons donc des gens qui sont capables de faire des analyses socio donc économiques, mais aussi des facilitateurs pour travailler toute la dimension donc humaine. Notre approche donc s'appuie aussi sur une prise de considération de la conscience partagée. C'est très important donc de pouvoir donc innover pour arriver à ce que
le changement climatique ne soit pas simplement un concept mental, mais que ça implique vraiment les différentes parties prenantes du territoire au niveau des tripes, comment ça les concerne. L'importance ici pour nous, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence territoriale et de faire travailler ensemble donc différentes institutions et parties prenantes. Et puis on s'appuie aussi sur une approche globale et systémique et décloisonnée, ça c'est très important, notamment donc sur la partie donc impact physique, mais aussi impact socio-économique. Et là je vais laisser la parole à Léa pour en parler. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais m'attacher à détailler l'accompagnement qu'on propose aux collectivités. Donc, c'est un accompagnement qu'on veut en 3 étapes. La première étape que vous voyez, le cercle sur la gauche, donc c'est ce qu'on a appelé le diagnostic de la dynamique littorale face au changement climatique. Christophe insistait sur la notion de décloisonnement et de systémie. Ce qui est très important pour nous, c'est de fonder le diagnostic sur une expertise qui soit scientifique. Scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va scénariser les impacts du dérèglement climatique, des impacts qui soient à la fois géomorphologiques, mais en même temps socio-économiques sur un territoire pour avoir une vue qui soit globale et pas cloisonnée ou silotée, comme on dit. Avoir cette expertise scientifique, ça permet aussi de ne pas juger sur du ressenti, mais d'avoir de véritables données. De ne pas juste se dire on va élaborer des stratégies en disant on a l'impression que ça monte mais on ne sait pas de combien. On sait que la digue a bougé mais on ne sait pas exactement où. Il y a un volet réglementaire avec un millefeuille administratif qu'on connaît tous et une cascade réglementaire sur laquelle je ne vais pas m'appesantir. Christophe a parlé aussi du fait de mobiliser des acteurs de l'écosystème qui soient divers. C'est essentiel parce qu'on est convaincu que chaque acteur sur le territoire a ce qu'on appelle une maîtrise d'usage qui lui est propre. Qui mieux que les acteurs économiques et les citoyens sont en mesure de pouvoir parler de leur territoire. Cette première phase-là nous pose, je vais essayer d'accélérer un petit peu, cette première phase-là nous pose quelques questions en termes de recherche sur la conception de livrables donc scientifiques qui soient à la fois innovants, qui permettent de vulgariser tout en étant scientifiques et d'inclure en même temps un aspect digital mais qui soit raisonné et qui aille dans le bon sens. On ne va pas mettre du digital pour mettre du digital. Avec l'objectif bien sûr d'une prise de conscience pour réussir à réconcilier le temps de l'urgence climatique avec celui de la prise de décision politique. Alors qu'on sait que c'est 2 temporalités qui sont difficilement réconciliables. Donc cette réconciliation passe par l'élaboration de trajectoires pour élaborer un destin commun. Dans cette phase-là, on insiste beaucoup sur l'importance de l'intelligence collective et le fait de révéler l'intelligence territoriale pour mobiliser et fédérer des acteurs sur le territoire, en sortant d'une logique de culpabilisation qui ne fait pas avancer et qui ne fait pas en sorte que les acteurs deviennent moteurs, mais qui est plutôt contre-productive. On a une approche aussi qui part du contexte du territoire et qui ne vient pas plaquer une méthodologie, mais plutôt faire émerger les choses. Avec la question de, à partir de nos particularités et de nos enjeux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de relocaliser? Est-ce qu'on décide de sanctuariser certains endroits? Est-ce qu'on planifie un repli sur plusieurs années avec l'importance de séquencer dans le temps et dans l'espace des solutions? Là, j'ai pas le temps d'insister dessus, mais il y a un travail de taxonomie important. On parlait de paradigme tout à l'heure. Les mots sont très importants. Est-ce qu'on parle de se défendre contre la mer? Est-ce qu'on parle de lutter contre? Est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans le langage? Et avec l'objectif pour nous de faire en sorte que le risque devienne une opportunité et puisse être tourné vers l'action. En parlant d'action, donc assez rapidement, on va parler des solutions fondées sur la nature qui sont, nous, un point central dans notre approche. L'idée, c'est de dire qu'il y a des territoires sur lesquels on a utilisé du génie civil pendant des dizaines d'années, qu'on a développé pendant les 30 Glorieuses, parce que ça faisait partie de ce qu'on pouvait faire et de ce qu'on avait l'habitude de faire, mais on découvre là maintenant, et c'est remis au goût du jour par l'UICN, l'OFB et plein d'autres organismes, même les territoires s'en saisissent, que les solutions fondées sur la nature peuvent être une alternative économiquement viable et durable à toutes ces opérations en dur qu'on met sur les territoires. L'idée, c'est pas de faire à la place, mais de faire en bonne intelligence. Donc de pouvoir combiner ces solutions-là, de pouvoir combiner ces solutions-là, et donc sur les littoraux, on réussit à adresser des problématiques donc sur les écosystèmes sableux, les marais, les estuaires, en revégétalisant. Donc là, vous avez des exemples sur la gauche de la diapo. Il y a aussi de la dépoltarisation, du reprofilage de dunes. Et je terminerai juste sur les solutions fondées sur la nature en disant que ce qui nous paraît, nous, essentiel, c'est l'idée de co-bénéfice. Donc, c'est-à-dire que c'est à la fois des puits de carbone
et l'opportunité de pouvoir protéger les écosystèmes et donc protéger la nature, et en même temps il y a des bénéfices à retirer pour nous et toutes les activités anthropiques, parce que quand on protège une dune, c'est la garantie d'un rempart naturel contre l'érosion, contre la submersion, les phénomènes de surcote, etc. Et je te laisse conclure, Christophe. Merci beaucoup. Donc, je vais conclure rapidement. Là, on est véritablement donc, dans des conditions d'additionnalité, c'est-à-dire que les collectivités vont pouvoir à la fois protéger leurs littoraux, mais aussi créer des puits de carbone donc, importants. Et les solutions fondées sur la nature donc, nous donnent des réponses donc, importantes, qui sont aujourd'hui assez jeunes en France, qui sont plutôt développées donc, en Flandre, mais aussi dans les Pays-Bas, mais aussi dans les pays anglo-saxons. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'aider les collectivités à prendre en compte ces solutions, sachant qu'elles sont moins chères et qu'on peut aussi donc, les financer grâce au marché de la compensation donc, carbone, puisque nous créons des puits de carbone donc, importants. Donc, nous commençons donc, des premiers territoires dans les Pays de Loire donc, aujourd'hui. Nous sensibilisons que d'autres collectivités en Aquitaine, donc dans la région PACA, mais aussi donc, en Bretagne et dans le Nord. Et voilà, on sera très heureux de pouvoir échanger avec donc, toutes les personnes intéressées par le sujet. Et voilà, je vous remercie encore et merci beaucoup à Luc. Merci beaucoup. On a élargi notre connaissance ici de sigles, les SFN, hein, donc solutions fondées sur la nature. Après les DSF, les documents stratégiques de façade. Donc tout ça pour le bien du littoral. Donc normalement, on a maintenant une dernière visio avec Mathieu Lefebvre de WAGA. Bravo, il est présent, il arrive, tel Blas, rapide, efficace. Pour le dernier, vous êtes le dernier de la séquence. Bon courage. J'espère que je ne vois pas la salle, j'espère que tout le monde n'est pas trop fessé. Toujours difficile de passer en dernier. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Oui. Bon. Alors, je ne vois pas encore la présentation. Voilà, c'est l'ORTF qui revient. On a des travaux en régie, là. Voilà. Le général de Gaulle va apparaître dans quelques instants. Et vous me confirmez que vous m'entendez? Oui, Mathieu, the floor is yours. On entend très bien, okay, 8 minutes, ouais, intense. Parfait. Ouais, déjà, un très grand merci à Myriam Maestroni et puis à toute l'équipe de 5P. C'est assez génial d'organiser cette université d'été. Plein de sujets passionnants. J'aurais vraiment beaucoup aimé être avec vous. C'était le projet initialement, mais j'ai eu malheureusement quelques contraintes et donc je m'en excuse. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas la présentation, mais ça devrait arriver, je pense. Et le temps que la première slide arrive, voilà, très bien. Alors, le sujet qui nous passionne chez WAGA Énergie, c'est le méthane. Alors, le méthane, c'est un hydrocarbure hein, composé de carbone et d'hydrogène. C'est le principal composant du gaz naturel, qui est une énergie fossile et dont il est évidemment beaucoup question en ce moment, depuis notamment le début de la crise ukrainienne. Alors, pourquoi il en est question? Parce que c'est un excellent combustible et qu'on l'utilise abondamment aujourd'hui pour se chauffer, pour faire fonctionner les bus, les camions, les bateaux, également pour produire l'électricité et parce qu'il est moins polluant que le pétrole ou le charbon. Le gaz aujourd'hui, c'est déjà près d'un quart, enfin 22% de la consommation primaire de l'Europe, c'est à peu près pareil pour la France. Mais il y a un côté yang, c'est que le méthane, c'est aussi un très puissant gaz à effet de serre, dont la concentration dans l'atmosphère est en très forte augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Alors ça, c'est la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il y a quelques centaines d'années, la concentration en méthane dans l'atmosphère, si vous passez sur la prochaine slide, se situait autour de, en gros, 300-800 parties par milliard. Donc ça peut paraître faible, mais ça l'est pas vraiment en termes d'impact. Elle atteint aujourd'hui plus de 1900 parties par milliard, c'est-à-dire que c'est une croissance de plus de 150% quand on est sur plus 40% au niveau du CO2. Et cette concentration, alors si vous voyez la slide, c'est donc la slide suivante. Voilà, merci. Cette concentration, elle est en très forte augmentation donc depuis le début de l'ère industrielle et
Par exemple, le CO2, on a vu l'augmentation de concentration fléchir un peu pendant la crise, pendant la pandémie. Ce n'est pas le cas du méthane, elle a continué à grimper en flèche. Alors, si on passe sur le slide suivant, pourquoi c'est un sujet qui nous préoccupe de manière majeure, parce qu'on est militant du changement climatique, parce que jusqu'à présent, on considérait que le méthane avait un pouvoir de réchauffement de l'ordre de 28 fois celui du CO2. Ça, c'est vrai donc, sur une base de 100 ans. Mais si on regarde à plus court terme, et les effets du changement climatique, on a pu le constater cet été, c'est à très court terme, sur une base 20 ans, par exemple, le pouvoir de réchauffement du méthane, c'est plus de 80 fois celui du CO2. Alors, c'est la raison pour laquelle, notamment lors de la COP de Glasgow, le GIEC a vraiment mis l'accent très fortement sur la nécessité absolue de réduire les émissions de méthane pour contenir la hausse des températures. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient ce méthane? Pourquoi il y en avait peu avant dans l'atmosphère et qu'il y en a de manière massive aujourd'hui? Il existe un certain nombre de sources. Certaines sources sont naturelles, notamment les zones humides, mais en fait, aujourd'hui, la majorité des émissions de méthane sont d'origine anthropique. C'est nous-mêmes qui les produisons. Et une partie de ces émissions de méthane viennent de nos déchets. Il faut savoir que les déchets que nous produisons sont pour la très grande majorité stockés au niveau mondial, j'entends, stockés dans des sites d'enfouissement, dans des sites de stockage de déchets. Et ces sites vont spontanément, naturellement émettre des volumes importants de biogaz, qui est un gaz qui contient principalement du méthane. Alors ce méthane, il est d'origine renouvelable et donc non fossile, puisqu'il est issu de la fermentation spontanée des matières organiques. Les matières organiques dans nos déchets, c'est la peau de banane, c'est le reste d'assiette, c'est la couche, etc. Alors, si on se passe à la slide suivante, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, on estime qu'il y a à peu près 20 000 sites de stockage. Et que ces sites, globalement, produisent chaque heure des millions de mètres cubes de méthane. Donc, ce gisement d'énergie renouvelable, aujourd'hui, il est pratiquement inexploité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de solution technologique et économiquement viable pour valoriser cette ressource qui est donc aujourd'hui considérée comme une pollution et qui contribue très fortement au réchauffement climatique. Alors en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays de l'OCDE, relâcher ce méthane à l'atmosphère, ce biogaz à l'atmosphère, c'est interdit. Pour pouvoir exploiter un site de stockage, il faut capter ce gaz et le détruire ou le convertir en électricité à minima en le brûlant dans des moteurs. Alors ça a des efficacités relativement modestes, on parle de l'ordre de 30%. C'était une solution qui n'était pas rentable jusqu'à présent et donc soutenue par les pouvoirs publics. Alors jusqu'à présent, parce qu'avec des prix à 1 000 € du mégawattheure depuis quelques jours, évidemment, là, il y a plein de choses qui sont rentables, ce n'est pas très pérenne. La solution la plus performante pour valoriser cette ressource, d'un point de vue environnemental et économique, c'est en fait de séparer le méthane des autres impuretés pour en faire du biométhane. Le biométhane, c'est donc du méthane d'origine organique, d'origine renouvelable, qui se substitue directement au gaz naturel fossile. C'est la mission de Waga Énergie. Alors le potentiel, si on passe à la slide d'après, le potentiel énergétique, alors excusez-moi, ça sera encore la slide suivante. Voilà, le potentiel énergétique des déchets stockés dans les sites d'enfouissement, il est de l'ordre de 1100 TWh aujourd'hui et c'est un potentiel qui est en assez forte croissance puisque la quantité de déchets produits par l'humanité est elle aussi en forte croissance. Donc 2 milliards de tonnes de déchets aujourd'hui, plus de 3 milliards et demi de tonnes en 2050. Eh bien, vous voyez le potentiel, 1100 TWh aujourd'hui, 1700 TWh en 2050. 1700 TWh, c'est quasiment la consommation finale d'énergie de la France, toute énergie confondue. Ce gisement aujourd'hui de plus de 1000 TWh de gaz qui n'est pas valorisé ou très mal valorisé, alors au prix d'énergie, au prix du gaz d'hier, on peut estimer que c'est 20 milliards d'euros d'énergie gaspillée à 20 € du mégawattheure. Vous savez qu'aujourd'hui, le prix du gaz en Europe atteint les 300 € du mégawattheure, donc on parle de 300 milliards d'euros de gaz équivalent qui sont gaspillés. Alors pourquoi ils sont gaspillés? Comme je vous l'ai dit, parce que ce gaz est très particulier, volatile, imprévisible, complexe, et c'est donc la slide suivante. Pour pouvoir récupérer l'énergie contenue dans ce biogaz, le méthane, il faut le séparer de tout un tas d'autres composants, le CO2, l'azote, l'oxygène, les composés organiques volatiles, etc. Cette séparation, elle est très difficile à faire, notamment la séparation du méthane et de l'air.
Et il y a très peu d'applications dans le monde où on a cette problématique d'une coprésence de méthane, d'oxygène et d'azote. Alors, il nous a fallu quand même 15 ans de recherche et de développement acharné, d'abord au sein du groupe Air Liquide, où on a aussi bénéficié de toute l'expertise de ce leader mondial de l'ingénierie des gaz, puis au sein de Waga Energy, pour mettre au point une technologie qu'on a appelée la Wagabox, qui couple en fait deux technologies d'épuration, la séparation par membrane et la distillation cryogénique. Et cette technologie permet aujourd'hui d'épurer ce gaz et d'en faire un biométhane parfaitement pur et qu'on peut injecter dans le réseau de gaz naturel. Alors, ça fait des petites usines à gaz, au sens propre comme au sens figuré, qu'on appelle donc les Wagabox, et qui sont pilotées à distance depuis le siège de Waga Energy à Grenoble. Donc, la production de ces sites, c'est du biométhane, qui est le substitut du gaz naturel. Elle est directement injectée dans le réseau, typiquement en France, de GRDF, ou de Teréga, ou de GRC Gaz, dans les réseaux de transport. Et donc, c'est autant de production domestique qui n'est pas importée depuis l'Algérie, la mer du Nord ou de Russie. Alors, ça peut paraître un peu alchimiste parce que finalement, on transforme une pollution en ressource, un coût en revenu, puisque ce biogaz qui est une pollution aujourd'hui devient un substitut du gaz fossile et nous permet de répondre à un certain nombre de contraintes géopolitiques et environnementales. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est clé, pour un site comme celui que nous avons démarré en début d'année sur un site de Veolia à proximité de Paris, un site de grande capacité, le tarif avec obligation d'achat proposé par l'État pour cette production est de moins de 50 € du mégawattheure. Quand vous comparez au prix du gaz d'aujourd'hui ou de l'année, c'est très, très en dessous du prix du gaz fossile. C'est donc une solution qui est compétitive et c'est, messieurs, absolument indispensable si on veut œuvrer rapidement à la transition énergétique puisqu'il y a urgence. Et donc, il ne faut pas dépendre de décisions politiques qui sont souvent erratiques et toujours trop lentes. Si on passe sur la diapositive d'après. Alors, cette technologie, elle est quand même relativement complexe, issue de 100 ans de développement au sein d'Air Liquide, puis de Waga Energy. On est vraiment dans l'ingénierie des gaz. Et donc, pour amener une solution qui puisse être déployable rapidement et performante, on a décidé de la déployer dans le cadre d'un modèle de développeur, investisseur, exploitant. Donc, on gère l'ensemble des dimensions du projet pour assurer le succès du projet. Donc, concrètement, on va proposer d'acheter le biogaz brut aux gestionnaires de déchets, aux opérateurs de sites de stockage. On va mettre en place cette usine sur leur site qui va transformer ce biogaz en biométhane qui est ensuite injecté dans le réseau de gaz et vendu à des énergéticiens, les Engie, Total, Air Liquide, etc. Donc, on partage en fait une partie de la création de valeur avec l'opérateur de l'installation de stockage des déchets. Alors, bon, une unité une Wagabox type, ça va avoir à peu près 3 millions d'investissements. Une grosse Wagabox, c'est plus de 10, ça peut être 20 millions d'euros d'investissement. Donc, c'est un modèle qui est très capitalistique. Et c'est ce qui nous a conduit, en fin d'année dernière, à réaliser une introduction en bourse pour lever suffisamment d'argent pour pouvoir investir ces unités et déployer cette technologie, cette solution de lutte contre le changement climatique plus largement au niveau mondial. Donc, c'est la slide suivante. Depuis octobre dernier, Waga Energy est donc une société cotée sur Euronext Paris, sur le compartiment DP. On a levé 126 millions d'euros. C'était pas une mince affaire, mais on est vraiment ravis parce que dans le domaine du gaz renouvelable, il y a très peu, voire pas de sociétés cotées en Europe. Aux États-Unis, on a quelques comparables qui sont aussi introduits en bourse l'année dernière. Cette ressource financière nous permet aujourd'hui de financer des projets et donc de renforcer nos effectifs, notamment pour accélérer le déploiement mondial de cette solution. Et c'est une solution, pourquoi lever aussi cet argent, qui est concrètement, merci de mettre effectivement la slide avec la carte du monde. Là, il faudrait conclure. C'est une solution qui est aujourd'hui concrète, prouvée, et qu'on peut déployer, et qu'il faut déployer le plus rapidement possible pour faire face à la fois à la crise énergétique et à la crise climatique. La première unité Wagabox, nous l'avons démarrée en février 2017 sur un site de Paprec en Bourgogne. Et 5 ans plus tard, donc, nous avons 13 unités, 14 aujourd'hui en France en exploitation, 12 en construction, en Espagne, au Canada, aux États-Unis. Et donc, l'année dernière, en 2021, on a injecté 145 gigawattheures de biométhane dans les réseaux de gaz français. C'est comme si on avait alimenté à peu près 25 000 foyers en gaz. C'est 24 000 tonnes d'équivalent CO2 d'évité ou 15 à 20 000 voitures retirées de la circulation. On a des
résultats tangibles d'un point de vue énergie-climat. On n'arrive pas à arrêter notre Wagabox. Désolé. Il reste encore 30 secondes. Donc le plan, c'est d'à peu près déployer une centaine de Wagabox à l'horizon 2026 pour atteindre plus de 4 TWh de production d'énergie renouvelable et 700 000 tonnes d'équivalent CO2 évité. C'est vraiment, à nos yeux, le biométhane, la source d'énergie, la meilleure source d'énergie possible pour substituer les énergies fossiles dont on est dépendant et qui ont tout un tas d'impacts géopolitiques et environnementaux. Et en plus, les émissions de méthane des sites de stockage représentent vraiment aujourd'hui une source d'émissions de gaz à effet de serre importante qu'il faut endiguer. Donc voilà, dans les énergies renouvelables, il n'y a pas que l'électricité renouvelable. Le biométhane est un vecteur, enfin un pilier de la transition énergétique. Il est critique de le produire à des prix qui soient compétitifs pour pouvoir déployer cette solution. C'est tout le sens de l'action de Waga Énergie, donc à travers notre slogan, le biométhane pour tous. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.